Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Michael Perrault et je suis avec Karim Bouzid et Lestarios Panis. On va vous présenter notre projet de traduction et d'apprentissage automatique. Vas-y, Karim, tu peux enchaîner. Le projet, c'est un détecteur d'arc électrique centralisé. Donc, il va mesurer un courant 60 Hz, 120 volts de tension, mesurer son courant, prendre ces valeurs de courant-là et les envoyer dans des algorithmes d'intelligence artificielle afin de caractériser s'il y a eu ou non des arcs. Et ces mesures-là ont été prises lors du cours GEL 3021 Design 4. Et dans le cadre de ce cours-là, on a recueilli des données de courant sur 5 réseaux électriques, 6 charges, 3 dimensions de câbles électriques, avec un oscilloscope numérique qui échantillonnait à 2 MHz, généralement pendant 1 seconde dans le fond de temps. Donc, c'est ça. Dans le fond, les arcs électriques sont générés lorsque il y a des défauts sur les câbles qui sont observés. Puis ces arcs électriques-là, ils surviennent de manière non déterministe. Fait que utiliser un algorithme d'intelligence artificielle, c'est quand même une bonne idée dans le cadre de ce projet-là. Donc, comment est-ce qu'on a procédé? C'est qu'on a créé une matrice n par k, où k représente les features, et n le nombre de cycles. On a séparé le vecteur de courant sinusoïdal en cycles qu'on a concaténés les uns sur les autres afin d'obtenir cette matrice-là. Donc, comment est-ce qu'on a réalisé ça? C'est avec un filtrage numérique, sous-échantillonnage, une normalisation, une segmentation en cycle, puis une concaténation. Puis, il faut considérer les paramètres de niveau de bruit, de la forme du courant, de la forme des arcs qui diffèrent en fonction des arcs, du type de charge et plein d'autres paramètres. Donc, si on aurait par exemple le courant, on observerait à ce point-ci qu'il y aurait un arc qui s'est généré. Si on zoome là-dessus, on peut voir que l'arc a été généré ici, au cycle 22. Puis, ce qu'on fait, c'est ce signal-là, c'est comme un signal haute fréquence échantillonné à 2 MHz. Donc, on va commencer par le filtrer, le sous-échantillonner et finalement le normaliser pour que nos algos voient on normalise le signal, les signaux qui sont normalisés. Lorsqu'on prend chacun des cycles et qu'on les met les uns sur les autres dans une matrice, on peut les mettre en graphique et observer que la majorité du signal suit une tendance sinusoïdale. Dans le fond, dans le graphique de droite, ce qu'on peut voir, c'est un zoom sur la partie en bas à droite du graphique de gauche. On peut voir que les paramètres suivent une sorte de distribution normale pour leurs paramètres, hormis quand l'arc a été généré, que les paramètres diffèrent, comme par exemple entre les cycles 130 et 140, les points en bleu représentent le passage d'un arc. Lorsqu'on fait le contraire et qu'on met sur l'axe des X le nombre de cycles et la sinusoïde, l'intensité du signal sur l'axe des Y, on peut voir que chacun des paramètres des features est mis en évidence et est relativement constant tout le long des cycles, hormis lorsqu'il y a une génération d'un arc. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer s'il y a eu un arc ou non. Donc, par exemple, les features 133, on observe qu'il y a eu un arc au cycle 22. Puis pour le feature 50, on voit qu'il y a eu un arc au cycle 23 et que celle-ci diminue de manière diminue avec le temps. Comme il y a plus souvent pas d'arc que des arcs, le jeu de données au complet est de 7455 cycles de courant et on a remarqué 140 arcs pour 7315 non-arcs. Et on a pris 163 features pour la répartition de courant. Donc au final, lorsqu'on concatène plusieurs fichiers CSV les uns sur les autres, on obtient un vecteur comme celui-ci. Et on peut voir qu'il y a quand même une bonne variation entre les différents réseaux, puis les différents types d'arcs, les types de charges, ce qui donne une forme assez étrange comme celle-ci. Lorsqu'on zoome sur ce graphique-là, on obtient une forme comme celle-là, parce qu'on voit dans le fond le bruit du réseau et des arcs qui ont été générés entre les cycles 1800 et 1810. Et finalement, environ à 1860, il y a un autre arc qui est généré. Ouais. Dans le fond, on a utilisé les approches utilisées, on avait trois objectifs principaux, soit d'avoir une bonne estimation de la présence ou non d'arc dans les cycles. On voulait aussi avoir d'excellentes performances de classification sur nos données. Et également, aucun faux positif, ça c'est quand même important parce que si on a un faux positif,
faudrait techniquement arrêter la production, tandis que juste un faux négatif, il n'y a pas nécessairement un arc. L'arc ne va pas nécessairement enclencher un feu directement, fait que c'est moins grave d'avoir un faux négatif qu'un faux positif. On a fait une stratification de nos données, dans le fond, puisqu'on avait beaucoup de non-arcs. On s'est dit que c'est une bonne idée de diminuer ça à un équivalent d'arc, non-arc pour entraîner nos jeux de données. Puis on a aussi fait une réduction de dimensionnalité. On a utilisé l'approche MDS, c'est elle qui nous donnait la meilleure réduction pour la dimensionnalité. Dans le fond, au lieu d'avoir une dimensionnalité de 163, on a diminué une dimensionnalité de 2 pour pouvoir faire nos classifications. Une des méthodes qu'on a utilisées, c'est les classifieurs simples, dans le fond, de base. Par contre, on s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas efficace parce que notre jeu de données était un petit peu trop complexe pour ce que ces classifieurs-là pouvaient nous donner. On a aussi utilisé la méthode de SVM. Dans le fond, on peut voir que plus que la valeur C augmente, jusqu'à un certain point, jusqu'à 10 à la 3, on peut voir une diminution du taux d'erreur. Par contre, à mesure qu'on dépasse le 10 à la 3, notre jeu de données commence à être surentraîné, ce qui nous fait augmenter le taux d'erreur. C'est donc la raison pour qu'on n'a pas avancé avec l'option du SVM. On a aussi utilisé l'approche des KPPV. Dans le fond, on a obtenu quand même des bonnes performances, surtout avec la méthode de distance des KPPV, tandis que Uniform prenait vraiment trop de temps pour ce qu'on avait. On peut voir que plus que au départ, avec le KPPV normal, en lui shootant les données brutes, on voit une accuracy quand même assez grande. Par contre, il faut prendre en considération que puisqu'on avait beaucoup de non-arcs, ça vient peut-être fausser les données. Dans le sens que il y a plus de chances qu'on tombe sur un non-arc et qu'il le considère comme un non-arc. Ça fait monter l'accuracy et ça biaise peut-être un peu le reste. Si on y va à 2 dimensionnalités, on peut voir le même principe, on reste dans des accuracies très élevées, mais encore une fois, puisque le jeu de données n'est pas certifié, on peut peut-être voir les données sont peut-être un petit peu biaisées là-dessus. Maintenant, si on y va avec le stratifié, on peut justement voir qu'on baisse un accuracy dans les alentours de 70%, ce qui est moins que ce qu'on voyait avant. Ça, c'est le jeu de données avec la dimensionnalité complète. Avec un jeu de données stratifié à 2 dimensions, on peut voir que là, on baisse vraiment à 64%, dans les alentours de 60-64% d'accuracy, avec des valeurs de K pas trop élevées. Puis, puisque le jeu de données stratifié baissait vraiment côté accuracy, on n'est pas allé d'avant avec cette méthode pour notre projet. On a également utilisé le perceptron multicouche. Dans le fond, les hyperparamètres qu'on a utilisés, c'était le relu avec un maximum d'itération de 1000 et un hidden layers de 90-45. On obtenait un score de 86%, ce qui est quand même bon pour un temps vraiment bas. Ça, c'était sur le jeu de données normales. Si on va sur le jeu de données stratifié, par contre, on commence à voir qu'il y a des faux positifs qui commencent à s'intégrer dans nos valeurs, ce qui est quelque chose qu'on ne voulait pas. Alors, on a opté pour ne pas aller d'avant également avec cette méthode. Je vais laisser Michael pour le réseau de neurones à convolution. Pardon. Merci, LF. Donc, oui, une autre méthode qu'on a utilisée était l'approche par réseau de neurones à convolution. La stratégie est inspirée d'un travail de doctorat joint à Diapositive. Et la méthode était de transformer initialement les cycles en images 2D. Ces images 2D sont représentées sur un scalogramme, ce qui permet de visualiser un peu le contenu haute fréquence des cycles et peut-être identifier les features qui peuvent être importants et intéressants. Par la suite, on va construire un réseau personnalisé et modifier un réseau existant. Ces deux réseaux sont inspirés grandement de l'article du doctorant.
Et à la fin, on va comparer les performances. Donc, si on vous montre les images produites pour les cycles sans arc, on remarque quand même que les images se ressemblent. Donc, il y a quand même des patterns qui sont similaires pour les cycles sans arc. Et si on compare ces cycles avec les cycles avec arc, on remarque qu'il y a quand même des artefacts qui peuvent être extraits de ces images et peuvent servir pour déduire la classification si c'est un arc ou non. Malheureusement, avec le réseau maison et le réseau Google Net utilisé, on n'obtient pas des performances qui sont très bonnes. En fait, ils ne sont pas très bonnes. On ne détecte aucun arc et tous les non-arcs sont détectés à 50 %. Donc, on ne peut pas conclure que le réseau de la convolution est une bonne approche pour le jeu de données utilisé. Par contre, je pense que quand même, on pourrait revoir la méthode du réseau de neurones à convolution, puis peut-être retravailler sur le jeu de données afin d'obtenir des meilleures performances. Une autre approche était l'approche par commune et EM clustering. Donc, les résultats que vous voyez en ce moment, c'est les résultats obtenus à partir du jeu de données complet. On remarque que le temps d'exécution est très long, malgré les performances qui sont quand même très bonnes. Donc, on pense que l'approche avec toute l'entièreté du jeu de données n'est pas adéquate. Par contre, si on utilise le jeu de données stratifié, on remarque que déjà le temps d'exécution diminue grandement. Et on obtient quand même des performances assez similaires au niveau des groupes utilisés. Et enfin, si on utilise le jeu de données stratifié à 2 dimensions, on obtient des meilleures performances et un temps d'exécution qui est excellent. Donc, pour 30 groupes utilisés avec l'algorithme EM, on se retrouve avec un score d'environ 50 % qui est plus qu'acceptable dans notre contexte de projet. Donc, si on revient un peu sur les algorithmes utilisés et les résultats obtenus, on remarque que le jeu de données qu'on utilise est grand, mais peut-être pas assez grand. Il ne représente pas assez bien toutes les possibilités de signaux. Donc, on ne possède pas assez d'arcs pour le nombre de cycles sans arc. Il pourrait être aussi intéressant de trouver une meilleure méthode pour assigner les arcs, étant donné que la méthode utilisée, c'est on analysait les cycles, puis on assignait manuellement la classe. Enfin aussi, on pourrait utiliser une meilleure disposition des données, parce qu'actuellement, ils sont codépendants des features, étant donné qu'on utilise que chaque feature est comme un élément du cycle. Tous nos cycles sont codépendants ensemble. Enfin, on veut vous montrer un peu les variétés d'arcs qui auraient pu être utilisées ou qui existent dans la nature. Donc, on peut voir en bas à gauche l'exemple qu'on vous a montré initialement. Et en bas à droite, on voit un arc beaucoup plus important qui peut causer des dangers. Puis c'est ce type d'arc-là qu'on souhaite déceler avec nos algorithmes. Donc, merci de nous avoir écoutés et bonne journée.